Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, je suis Lucie Éléonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir Primavera des Philippines, qui est chercheuse, artiste, grande protagoniste de la blockchain, qui va nous parler de son parcours, de la blockchain, peut-être de ses projets NFT. Vous pourrez intervenir en fin de room et surtout rester jusqu'à la fin pour une petite série de questions sur le vif. Alors pour l'heure, je vais laisser la place à Benjamin pour l'actualité de la semaine. Oui, merci Léo. En fait, j'ai deux actus là pour cette semaine. La première d'importance, qui est la plus grosse vente de NFT qui a eu lieu ce week-end dernier. Et elle est signée de l'artiste, du célébrissime artiste NFT qui s'appelle Murat Pak. P-A-K, ça s'écrit P-A-K, en fait c'est un avatar évidemment, et il a fait un drop de NFT sur la plateforme non moins célèbre qui s'appelle Nifty Gateway, qui est la plus célèbre marketplace de NFT qu'on connaît tous ici. Et alors, figurez-vous que la vente ce week-end a rapporté 90 millions de dollars, qui est un nouveau record de vente pour un artiste vivant. D'ailleurs, un artiste vivant, pas que NFT, dans tous les domaines, toutes les disciplines. Alors, le dernier record, tout le monde le sait, ça date de la vente de l'artiste Beeple en mars dernier chez Christie's, qui a vendu une œuvre NFT pour 69 millions. Et là, Pac fait vraiment très, très fort. D'ailleurs, au passage, Nifty Gateway, la marketplace, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux et elle est classée comme une maison de vente aux enchères. Ce qui pose d'ailleurs un vrai problème. Et tu t'imagines, Lucie Léonore, que les maisons traditionnelles, Christie's et Sotheby's et les autres risquent de se faire ubériser par les plateformes NFT. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On fera, je pense, une room là-dessus. C'est vraiment intéressant. Pour l'heure, on est avec Murat Pak, qui a vendu ce NFT ce week-end. Et c'est un avatar. Et à chaque fois avec Pak, il y a de l'énigme et il y a du mystère. D'abord, Pak, nul ne connaît son identité réelle. On ne sait pas qui se cache derrière cet avatar de Pak, P-A-K, pour ceux qui veulent aller faire des recherches. Alors, on soupçonne que derrière cet avatar, il y a une équipe de développeurs, plus une équipe de designers. Enfin, ils sont tous certainement experts en digital et en technologie blockchain. Et Murat Pak propose toujours des NFT qui sont à la frontière de l'art. Moi, je dirais entre l'expérimentation mathématique, l'énigme ludique. Enfin bref, les NFT de Pâques, c'est un mélange de jeux de pistes. Il y a des chasses au trésor, il y a des indices qu'il faut identifier pour gagner son NFT. Parfois, le NFT, il est détruit, il est brûlé, le token est brûlé. Après, on peut récupérer de la crypto-monnaie éditée par Pâques. Enfin, c'est toujours entouré d'un mystère et d'une complexité assez déroutante. Et là, le projet, une fois de plus, il est très déroutant. Le projet NFT de ce week-end s'appelle Merge. Et le principe, c'est d'acheter des masses qui sont représentées graphiquement par des sphères noires. Alors, ce sont comme des masses d'électrons. Enfin, moi, j'ai imaginé quelque chose d'un peu comme de la physique, des mathématiques. Et alors, une fois qu'on a acheté ces masses, en fait, qui représentent un concept, hein, l'idée est de les fusionner entre elles. Donc, il faut acheter plusieurs masses et puis on fusionne pour créer un nouvel NFT. Les sphères, ensuite, elles changent de couleur hein, au gré du programme qui a été développé par l'artiste. Et puis, bon, j'ai regardé un peu, le principe n'est pas clair. En fait, j'ai vu sur Twitter que les gens sont très déroutés. Il y en a même qui en ont acheté, mais qui ne savent pas quoi faire avec. En fait, comme d'habitude avec Pâques, l'idée, c'est de découvrir au fur et à mesure du temps l'évolution du NFT. En fait, il conçoit un projet dans sa tête, ou enfin en tout cas l'équipe qui a derrière Pack imagine un projet qui s'élabore au fur et à mesure du temps. Et au début, on achète quelque chose, on ne sait pas ce qu'on achète, et on ne sait pas
ce qui va addevenir du NFT qu'on a acheté. Donc il y a beaucoup de surprises. Pak, c'est quelqu'un, d'assez singulier dans les crypto-artistes parce que, il parle toujours du code. Il dit: «Le code, c'est de l'art» et alors c'est une référence à la blockchain. Primavera connaît ça évidemment, à chaque fois dans la blockchain, on dit: «Le code, c'est la loi. Code is law». C'est le code qui décide de ce qui se passe sur la blockchain et lui, Pak, il a compris ça. Il va très loin, il dit: «Le code, c'est bien plus que ça. Le code, c'est de l'art» et donc, moi qui connais bien l'art traditionnel, à chaque fois, moi, je le compare à Marcel Duchamp, qui est le grand artiste conceptuel du XXe siècle, hein, qui imaginait des objets. Il allait acheter des objets dans le commerce et il les posait dans une galerie et il disait c'est de l'art parce que je l'ai décidé. Et en fait, pour moi, Murat Pak, c'est pareil, quoi. C'est quelqu'un qui va déchiffrer, défricher, pardon, qui va défricher des territoires inconnus. Et puis, puisque Primavera est là avec nous, je pense que Pak interroge la relation avec le droit d'auteur. Parce que comment protéger le travail créatif de Pak? C'est impossible. En fait, Pak, c'est juste une idée, c'est juste une expérience virtuelle et c'est une sorte de nouvelle frontière de l'art. Je pense qu'on pourra en parler avec notre invité. Bon, ça, mais c'est ma première actu du jour. Je ne sais pas si vous voulez réagir déjà. Oui, c'est un assez bon résumé et effectivement, tout fonctionne pas encore très bien, hein. On ne sait pas exactement où sont, si tout est minté, j'ai l'impression que Nifty est un peu dépassé par les événements et le succès du drop, mais c'est assez fascinant à observer en tout cas. Non. S'il n'y a pas d'autres interventions, tu peux peut-être passer à ta deuxième actualité, Benjamin. Oui, pardon, j'avais mon micro fermé. Je voulais parler de la deuxième actu, c'est une vente d'œuvres physiques. En fait, je voulais parler des NFT en rapport avec les œuvres d'art physiques. Donc là, c'est une vente Napoléon. En fait, ce sont des objets qui ont appartenu à l'empereur, qui sont vendus en NFT sur OpenSea. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas du tout le fait que que l'empereur soit impliqué. En fait, c'est la technologie qui permet de certifier en NFT des objets physiques. Alors, derrière cette vente, il y a une innovation techno de la part d'une startup qui s'appelle Arteia, qui positionne des puces NFC dans la masse de l'objet. Alors, les puces NFC, tout le monde connaît, en fait, c'est inclus dans les cartes de crédit quand vous allez chez un commerçant et que vous payez sans contact. En fait, c'est une puce NFC qui est inclus dans votre carte de crédit et qui envoie un petit signal radio qui est capté par le terminal. Et donc, de la même façon, ici, il va y avoir une puce qui a été inclue par exemple, dans le buste de Napoléon, par exemple, il y a une canne, je crois, qui a appartenu à l'empereur, etc. Donc, de manière très subtile, donc c'est un petit bout de puce, hein, ça mesure quelques millimètres, c'est inclus dans l'objet, et ensuite, ça émet un petit signal radio quand on passe son téléphone sur la puce, très proche de la puce. Alors l'application va s'ouvrir et va vous dire: «Vous êtes bien en présence d'un objet qui a été certifié, par NFT». Donc ça va renvoyer au NFT qui est minté sur la blockchain évidemment et ça va constituer la carte d'identité de l'objet d'art ou l'objet d'antiquité, pour l'éternité puisque finalement c'est sur la blockchain. Et donc j'ai trouvé ça vraiment, puissant intellectuellement de se dire: voilà des objets qui ont traversé 2 siècles, hein, puisqu'ils ont appartenu à l'empereur en 1800, et voilà des objets que l'on va aujourd'hui placer sur la blockchain pour l'éternité. Et la carte d'identité, ça permet, quelqu'un qui va vouloir revendre, par exemple, le buste de l'empereur qu'il aura acheté à cette vente, dans 50 ans, il pourra dire: «Mais regardez, allez sur la blockchain et vous verrez tout l'historique de cet objet, ayant appartenu à l'empereur, en 1800». Donc c'est assez vertigineux, je trouve, c'est une sorte de mise en abîme d'un objet qui nous vient du plus profond des âges et qui va se retrouver sur la blockchain pour l'éternité. Donc voilà, je voulais simplement mettre un focus sur le fait que oui, les objets physiques ont encore de très beaux jours devant eux et oui, les objets physiques vont être tous tokenisés sur la blockchain en NFT. Moi, j'en suis persuadée, je me permets juste, j'arrive pas à aboutir dans ma réflexion à la dissociation de la vente du NFT et de la vente de l'objet physique. C'est-à-dire que si la personne qui détient le NFT veut juste vendre le NFT, enfin bon, c'est assez vertigineux comme réflexion, c'est pas l'objet de la room, mais en tout cas, merci beaucoup Benjamin d'avoir fait un focus là-dessus et de nous ouvrir ces perspectives.
Oui, il y avait eu le cas, tu as raison Léo, pour terminer, il y avait eu le cas de Beeple, le fameux artiste NFT qui lui, à chaque fois qu'il vend un NFT digital donc, il envoie, un cadre vidéo, qui est un objet physique qu'on reçoit par la poste. Mais lui, il dit: «Les 2 sont scindés», c'est-à-dire vous pouvez tout à fait, garder le cadre vidéo et revendre le NFT autant que vous voulez. Lui, il suggère de garder les 2 et quand on vend le NFT, d'envoyer le cadre vidéo. Mais là, la vraie innovation techno, c'est que la puce, le NFT est attaché à une puce physique qui est incluse dans l'œuvre, dans la masse de l'œuvre. Donc logiquement, quand on revend ce genre de NFT, l'acheteur du NFT doit dire: «Mais attendez, j'ai vu que dans les métadatas du NFT, j'ai vu qu'il y avait un vrai buste qui venait avec ce NFT, j'ai vu qu'il y avait un vrai objet. Et donc progressivement, cette chaîne de confiance va se mettre en place, et c'est comme ça que les objets physiques pourront passer de main en main avec ce NFT qui sera la carte d'identité finalement. C'est très clair, bien à suivre. Merci beaucoup Benjamin pour ces 2 actus et je vous propose de recevoir, Primavera. Alors je vais commencer, Primavera, est-ce que, tu peux te présenter, succinctement, nous dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais? Ouais, je peux essayer. Je m'appelle Primavera De Filippi. Je suis chercheuse, avant tout, chercheuse au CNRS et à l'université de Harvard et hem et puis je suis artiste, et en fait depuis que je fais de l'art depuis longtemps, mais depuis que j'ai commencé à faire de la recherche, notamment sur, toutes les questions, des technologies numériques, j'ai intégré ma création artistique, qui est en fait une, création très physique, donc c'est des sculptures en métal, mais qui ont vocation toujours d'illustrer ou de remettre en question, Ouais, on va y heu, revenir, on va y les revenir thématiques de très, blockchain. ouais, on va y revenir très, très longuement, hein. Là, c'était juste, vraiment pour te situer, pour, celles et ceux qui ne te connaissent pas, mais bien sûr, on va parler de ton œuvre blockchain. Est-ce que tu peux revenir très rapidement sur ton parcours? Ouais, écoute, j'ai commencé mes études, en Italie d'économie, économie et de gestion et puis, je me suis vraiment très intéressée par le droit d'auteur. Donc j'ai décidé de continuer mes études en droit, donc j'ai fait un master en droit, à Londres. Ensuite, donc j'ai fait un doctorat en droit toujours sur, des problématiques, du droit d'auteur, à l'ère du numérique et après ça, je suis partie à Harvard et c'est là où j'ai commencé à me focaliser plus ou moins, non-stop, sur, les problématiques du juridique de la blockchain. OK, alors est-ce que tu peux nous raconter, pourquoi cet intérêt pour la blockchain? Bah, je Comment pense qu'en fait, en tant que chercheur, c'est un champ tellement nouveau et il y a tellement de choses à chercher. C'est difficile de résister et puis, moi, de toute façon, ma recherche, c'était toujours sur, les implications et les problématiques juridiques des architectures décentralisées. Donc évidemment, quand Bitcoin est arrivé, je me suis focalisée sur Bitcoin, mais c'est surtout avec Ethereum, puisque c'est là où il y avait heu, l'introduction des smart contracts, des DAO et cetera, qu'en tant que juriste, je me suis dit: «Bah, je sais pas trop où est-ce que ça va aller, mais hem, je veux faire partie de cette aventure, en tout cas pendant que ça démarre». Et donc j'ai un petit peu abandonné tous mes autres sujets de recherche et je me suis vraiment focalisée, à 100 là-dessus. Oui, mais justement, Primavera, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, l'image qu'on a des chercheurs, en France en tout cas, peut-être pas aux États-Unis, mais toi tu es européenne, donc en Europe, on a l'image de la recherche qui est plutôt statique, qui est plutôt enfermée dans des certitudes, enfermée dans... D'abord, il faut des financements publics, donc il faut des sujets de recherche qui soient établis, etc. Et toi, tu t'es intéressé au Bitcoin très très tôt, à l'époque où c'était extrêmement sulfureux.
les bitcoins servaient à aller sur Silk Road pour acheter de la drogue, etc. Même si je connais bien le white paper de Satoshi Nakamoto, effectivement, il y avait un vrai projet politique qui était passionnant. Mais à l'époque, pour faire passer ça dans tes sujets de recherche, alors peut-être à Harvard, parce que à mon avis, aux États-Unis, ils avaient plus d'ouverture d'esprit. Encore que, est-ce que tu peux nous dire ça? Est-ce que l'Europe par rapport aux États-Unis, est-ce que tu as eu plus d'écoute sur un continent ou sur un autre? Écoute, j'avoue, la raison essentielle pour laquelle je suis partie à Harvard, c'est parce que je trouvais personne en Europe qui s'intéresse à la blockchain. Et puis j'ai vu un tweet de Jonathan Zittrain, qui est le directeur d'un centre de recherche à Harvard, qui a fait un tweet comme ça un petit peu par hasard sur Bitcoin. Et donc j'ai dit: «Bon OK, j'y vais» et donc j'ai candidaté pour Harvard. Je me suis retrouvée là-bas et en fait, il y avait personne qui s'intéressait à la blockchain. Je suis allée voir Jonathan Zittrain et il a dit: «Écoute, si j'avais le temps, ça serait clairement un sujet de recherche qui m'intéresse, mais j'ai absolument pas le temps de m'en occuper». Donc en fait, non, quand je suis arrivée là-bas en 2013, donc c'était encore un peu trop tôt, même aux États-Unis. Mais en fait, je pense que ça s'est quand même développé assez rapidement, en tout cas aux US. Hem Et ça m'a permis, en fait, le fait d'être là-bas, ça m'a permis aussi de créer un réseau et de vraiment aller à la recherche de tous les chercheurs et juristes et avocats qui s'intéressaient à la technologie à l'époque. C'était pas pas beaucoup de monde. Et en fait, on s'est retrouvés. J'ai organisé pas mal de séminaires. Ensuite, j'ai créé Koala, donc qui est cette organisation internationale qui regroupe maintenant plusieurs 50 ou 100 personnes, qui regroupe donc des ingénieurs, des avocats. Enfin, c'est les personnes un petit peu hybrides qui s'intéressent aussi bien à la technologie qu'au droit. Mais ça a pris plusieurs années. À l'époque, enfin la France, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Maintenant, ils sont très, très contents que je m'occupe de la blockchain parce que finalement, le CNRS a compris que c'est quelque chose qui ne va pas tout simplement s'évaporer. Le Mais ouais, CNRS, ça a pris c'est la recherche française, hein, on est d'accord, c'est purement français le CNRS. ouais, c'est français. Mais donc le CNRS te donne enfin, vous donne des crédits. Vous êtes. Alors attends, j'aimerais revenir sur Koala parce que tu nous expliques que tu as regroupé des juristes, des scientifiques, des chercheurs, des journalistes au sein d'une DAO finalement qui s'appelle Koala, c'est ça? Non, c'est pas une DAO, c'est un petit peu plus, il y a pas vraiment besoin d'une DAO pour Koala. Non, c'est un réseau, c'est une communauté, et en fait, bon, avant covid en tout cas, on se retrouvait, tous les 2 ou 3 mois dans une partie du monde différente et on faisait, des workshops. Et l'idée, c'est d'essayer d'étudier cette relation qui existe entre la blockchain et le droit et d'essayer de trouver des solutions techno-juridiques aux problèmes, que, notamment les DAO ou que les initiatives blockchain rencontrent. Alors, je vais te demander justement quelque chose de très difficile, Primavera. Est-ce que tu pourrais nous synthétiser en quelques phrases, en gros, tes postulats de travail, tes hypothèses de travail ou tes conclusions? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur aujourd'hui ton positionnement dans tes recherches? Ouais, donc bah, écoute, là, j'ai commencé il y a 1 an un projet européen, donc financé par la Commission européenne. Et ce projet se focalise, donc c'est une approche un petit peu différente que d'habitude, puisque les narratives habituelles autour de la blockchain, c'est justement de créer, des systèmes qui vont, contourner, bypasser ou remplacer les institutions existantes. Et en fait, moi, mon projet se focalise plutôt sur comment est-ce que les institutions, aussi bien publiques que privées, les communautés, les organisations, comment des systèmes qui font partie du système traditionnel peuvent s'emparer, de ces technologies, les intégrer au sein de leur système, informationnel, de façon à, améliorer leur gouvernance. Donc, de augmenter la transparence, la prédictabilité, la traçabilité et cetera. Et donc, par conséquence, utiliser en fait cette technologie soi-disant trustless pour pour faciliter en fait le réétablissement de relations de confiance. Puisqu'en fait, on n'a plus besoin de faire confiance à ces institutions à 100 de A à Z, parce que la blockchain va fournir des garanties technologiques qui n'ont plus besoin de confiance.
Et donc, l'idée, c'est pas de remplacer tout par des systèmes technologiques parce qu'il y a plein de choses que les institutions font qui ne peuvent pas être très facilement codifiées au sein d'un smart contract, mais de créer ces systèmes hybrides où ce qui peut être codifié va être codifié sur une blockchain. Et donc, sur ces aspects-là, on n'a pas besoin de faire confiance. Et ensuite, tout le reste devient plus facile de faire confiance à ces institutions puisque c'est sur un degré plus limité. Et petite question du coup là-dessus, c'est quoi ton positionnement sur les blockchains privées du coup qui font un petit peu ce compromis et qu'en général les institutions vont avoir tendance à utiliser justement parce qu'ils veulent pas forcément mettre toutes leurs données sur une blockchain publique où ils veulent avoir encore un certain contrôle sur les informations. Est-ce que tu penses que ça va avoir un avenir, ou qu'on va arriver à un modèle plus hybride? Écoute, ça dépend ce que tu dis par blockchain privée. Moi, je suis plutôt intéressée à tout ce qui est blockchain de consortium. Où justement, enfin, tu vois, ça dépend du degré de garantie dont tu as besoin. Et surtout, ça dépend de la gouvernance. Et pour la plupart des institutions publiques, mais aussi privées, je pense que l'utilisation d'une blockchain publique, c'est peut-être demander un peu trop et c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, on peut construire des systèmes de blockchain de consortium qui vont avoir un système de gouvernance suffisamment bien construit pour en fait fournir suffisamment de garanties pour intégrer cet aspect donc de prédictabilité et de confiance, mais dans le sens de confidence, pour ensuite pouvoir maintenir quand même une forme de... En fait, il y a toujours un compromis entre la quantité de décentralisation et de publicité donc d'une blockchain et donc les garanties qu'elle fournit et le niveau de gouvernabilité de cette blockchain. Et en fait, surtout pour les institutions publiques, mais aussi celles privées, il y a quand même un niveau de gouvernabilité qui est demandé. Il faut quand même pouvoir modifier et fixer des erreurs ou faire des changements si nécessaire. Et c'est difficile de faire ce type de changement sur des blockchains publiques. Par contre, c'est beaucoup plus facile s'il y a un consensus au sein d'un consortium d'apporter ces modifications. Et donc, je pense que quand on parle vraiment des institutions, après, encore une fois, ça va dépendre pour tout ce qui est crypto-monnaie, on peut tranquillement utiliser une blockchain publique, mais pour ce qui est plutôt les affaires internes à certaines institutions, un blockchain de consortium, je pense, a plus de sens en tout cas. Alors moi, j'ai pas tout suivi. Je vous propose, c'était un peu technique, mais passionnant. Je vous propose de se recentrer un petit peu sur blockchain et art. Est-ce que Primavera, tu peux nous parler de Plantoid? Ouais, donc Plantoid, c'est mon premier projet blockchain et art. L'idée, c'était de représenter de manière artistique les thématiques de recherche donc, sur lesquelles je me focalisais à l'époque. Donc la Plantoid, je l'ai commencé en 2014. Et donc à l'époque, je m'intéressais surtout aux questions de mais qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Qu'est-ce que c'est qu'une DAO? Et quelles sont les, mmh, les capacités et la reconnaissance juridique que ces entités peuvent avoir. Et donc l'idée avec la Plantoid, Est-ce c'était que de juste, créer pardon, je me une... permets de te couper, est-ce que tu peux juste préciser pour nos éditeurs et éditrices ce qu'est une DAO? Parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, donc c'est pas inutile de parfois refaire un petit peu de pédagogie. Et après, je te laisse poursuivre. Ouais, donc une DAO, c'est une donc organisation autonome décentralisée. En gros, c'est une typologie de smart contract sur la blockchain qui permet ou qui a vocation à faciliter la gouvernance de personnes autour de ce smart contract. Donc, c'est un smart contract de gouvernance, si tu veux. C'est comme une forme de gouvernance participative. Est-ce qu'on peut euh, résumer ça comme Bah, ça? ça peut être n'importe quelle typologie de gouvernance en fait, mais ouais, une DAO, c'est
Il y a pas de définition précise, donc en fait, Ok, alors repartons sur Plantoid. qui peut Disons qu'il n'y a tromper, pas de quoi. chef, il n'y a pas de chef dans une DAO. Ouais, voilà, donc il y a pas de c'est quelque chose qui est techniquement conçu, de façon à fournir une forme de gouvernance décentralisée, souvent par l'intermédiaire des tokens. Mais après la gouvernance, est-ce qu'elle est décentralisée ou pas? Bah, ça dépend de qui détient les tokens, en fait. Voilà. Donc moi sur la Donc plantoïde Primavera, je te relance sur la plantoïde parce que moi j'ai vu ton TED que tu as fait qu'on retrouve sur YouTube où tu parles de la plantoïde où on voit physiquement une sorte de fleur réalisée par un sculpteur avec des œuvres, des pièces en métal ou peut-être que c'est toi qui as réalisé cette sculpture et donc cette sculpture est branchée sur la blockchain et elle est vivante et en fait tu illustres l'intérêt d'un smart contract. En fait, les gens, il faut qu'ils imaginent que les NFT, quand on vend des œuvres d'art en NFT dont on parle tout le temps sur ce podcast, elles sont vendues parce qu'il y a du code informatique qu'on appelle un smart contract qui tourne sur une blockchain, en général Ethereum pour faire simple, et ce smart contract va décider d'envoyer l'œuvre d'art parce qu'il y aura eu une transaction, un échange de transactions. Quelqu'un envoie des Ethers et à ce moment-là, l'artiste envoie son travail. Et donc toi, la plantoïde, c'est pour illustrer l'intérêt de ces bouts de code qu'on appelle des smart contracts, c'est de dire ta plante, elle est vivante. Et donc tu as imaginé un smart contract qui l'a fait évoluer si j'ai bien compris, au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de quoi exactement? ouais, donc l'idée, c'est de créer, ce que j'appelle une, forme de vie basée sur la blockchain. Hem et donc donc l'allégorie, c'est de comparer avec le fonctionnement des plantes. Donc une plante, la majorité des plantes qui ne sont pas capables de se reproduire par elles-mêmes et qui s'appuient donc sur des abeilles, des papillons, des insectes ou quoi que ce soit, qui vont les aider à se reproduire par le processus donc de pollinisation. Et donc une plantoïde, c'est un peu la même chose. Donc la plantoïde, c'est la version Android, mais d'une plante. Et de même, elle n'est pas capable de se reproduire par elle-même. Et elle s'appuie non pas sur la pollinisation, mais sur la capitalisation. Et donc, elle a besoin de l'aide des humains qui vont l'aider dans ce processus. Et, euh, et donc, comment ça fonctionne? C'est que les gens donc, qui apprécient la plantoïde vont pouvoir la financer, lui envoyer du capital sous la forme de crypto-monnaie. La plantoïde va réagir à ce don. Donc, elle va s'activer, on va dire. Elle va faire de la musique, elle va faire des lumières, elle va danser, etc. Et son but, donc, c'est de collecter un maximum de financement pour ensuite se reproduire. Et donc, dès lors que la plantoïde a acquis suffisamment de crypto-monnaies pour assurer sa reproduction, elle va lancer un appel d'offres. Et donc là, c'est là où ça commence à ressembler à une DAO. Et donc, n'importe qui peut soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de créer la prochaine plantoïde. Et ensuite, donc, il y a un système de gouvernance. Donc, soit c'est les gens qui ont financé la plantoïde qui ont un droit de vote pondéré avec la quantité des fonds qu'ils ont envoyés, soit dans la nouvelle version avec les NFT, c'est les détenteurs des NFT de la plantoïde qui vont pouvoir s'exprimer, qui vont pouvoir voter sur les propositions qui leur plaisent le plus. Et dès lors que le smart contract va identifier une proposition gagnante, ça va activer la troisième phase de reproduction qui est donc la phase de, comment on dit en français, la phase de couplage. Et donc, c'est là où la plantoïde va embaucher l'auteur de la proposition gagnante pour produire une nouvelle version de cette plantoïde. Et alors concrètement, on en est où depuis 2014? Est-ce que tu peux nous décrire comment elle a évolué? Ouais, donc bah, écoute, au début, ça prenait un petit peu de temps parce que c'était difficile de à l'époque, je l'ai amenée à toutes les conférences, Bitcoin et Ether c'était le seul endroit où elle pouvait accumuler un petit peu d'argent. Ensuite, elle a acquis pas mal de popularité. Elle a continué à se reproduire, en fait. En 2018, elle a été financée par Burning Man. Donc j'ai construit 3 énormes plantoïdes donc de 3 mètres, 4 mètres et 6 mètres de haut qui se sont retrouvés à Black Rock City au Nevada. Et là, à partir de là, c'est là où vraiment la plantoïde est rentrée
on va dire, dans le monde de l'art et a été reconnue non plus comme une petite sculpture qu'on comprend pas trop ce que c'est, mais comme vraiment une œuvre d'art blockchain. Et donc depuis, je suis en train de finaliser la plantoïde numéro 13. Oui, Donc c'est ce voilà. que je disais, Primavera, c'est qu'en fait, il y a une réalisation concrète et matérielle de ton concept qui est cette plante, cette sculpture, parce elle est en acier. Et je crois aussi il y a des lumières, des diodes qui sont à l'intérieur qui représentent le pollen, j'imagine, ou les pistils. Il y a une sculpture, en fait, il y a des sculptures de cette plantoïde. Ouais, ouais, c'est une œuvre avant tout. Enfin, c'est une œuvre hybride. Le corps de la plantoïde, c'est une sculpture en métal qui doit être faite en chêne, en fait. Donc, il y a toujours des chaînes quelque part. Et l'esprit ou l'âme de la plantoïde, c'est le smart contract sur Ethereum. Ouais, Et mais donc, les deux, ils interagissent les uns avec les autres pour permettre la reproduction de la plantoïde. et tu sais, Primavera, c'est incroyable. Tu as imaginé ça en 2014, mais tu as été copié par les CryptoKitties, qui finalement, c'est les collectifs les plus célèbres de la blockchain. Et les CryptoKitties, c'est exactement ça. Il faut accoupler un mâle et une femelle. Ils ont des caractéristiques ADN génétiques qui sont transmises à la descendance, et finalement. Et aujourd'hui, les CryptoKitties, il y a toute une échelle de descendance. Enfin, il y a un arbre généalogique et on peut remonter. Mais je crois que c'est 2017, hein, les Kitties. Toi, c'est 2014, en fait. Ouais, enfin, c'est le modèle est un petit peu différent, mais oui, le principe est un peu le même. Et on peut la voir où aujourd'hui, plantoïde, ou une des plantoïdes en tout cas? Est-ce qu'elles sont toutes au Euh, même endroit ou est-ce qu'elles non, elles sont dans le monde entier. Il y en a une donc là, je viens d'en installer une. J'ai réussi à rapatrier les plantoïdes de Burning Man. Donc, il y a une des plantoïdes, donc celle qui fait 4 mètres, qui est installée dans le jardin d'un très joli château en Bourgogne et qui va aussi se NFTiser bientôt. Il y en a une qui sera visible à Paris lors de NFT Paris le 22 janvier à Station F. Donc, je vais amener la plantine numéro 13. Donc, si vous voulez le voir sur Paris, vous pourriez. Ouais, génial. Sinon, il y en a une qui est en Australie. Il y en a une qui est à Hong Kong. Il y en a une qui est à New York dans les bureaux de consensus. Il y en a une qui est à San Francisco dans Donc le un peu Internet partout, quoi. Archive. Un peu Ouais, partout dans le monde. elles voyagent pas mal. Et alors, Primavera, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu avais mis du temps à te mettre au NFT, comme s'il y avait une forme de réticence. Ce qui peut paraître un peu incongru. Donc j'aimerais que tu nous parles de ça, comment on passe ou on ne passe pas de la blockchain au NFT. Ouais, c'est pas une réticence, c'est juste que en fait, je ne suis pas une artiste numérique et pour l'instant, en tout cas, la plupart des NFT ont en tout cas vocation à faciliter la création de copies uniques pour les œuvres numériques. Donc moi, en fait, ce que je voulais pas faire du tout, c'est faire des photos de la plantoïde ou une version 3D de la plantoïde et la mettre en NFT juste pour le plaisir de faire un NFT. Et donc, en fait, ce qui m'a pris du temps, c'était pas me convaincre à faire des NFT, c'était plutôt comment trouver une façon d'intégrer l'aspect NFT au sein de ma démarche artistique qui fasse vraiment partie prenante et qui va améliorer le modèle. Et en fait, la version V2 de la plantoïde, qui maintenant intègre des NFT, est beaucoup meilleure. C'est un modèle beaucoup mieux que la version 1 grâce aux NFT. Mais ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment réfléchir à comment faire ce passage et comment l'intégrer de façon que ça va vraiment alimenter la démarche artistique et non pas juste faire un NFT parce que tout le monde fait des NFT, quoi. Oui, j'ai compris, il y a le artist statement que tu proposes, c'est cette vie organique qui prend son indépendance finalement. Concrètement, est-ce que si on veut financer la plantoïde, enfin, c'est pas financer, en fait, c'est aider la plantoïde à se développer et à faire des petits finalement, il faut envoyer donc de la crypto-monnaie, il faut envoyer des Ethers, c'est inscrit sur une blockchain Ethereum. Est-ce qu'on trouve ça sur OpenSea? Comment on peut trouver la Ouais, non, donc plantoïde? je t'explique le modèle numéro version 2 parce que c'est assez intéressant. En fait, pour pouvoir créer, donc en fait, tu pourras, dès que je l'active, tu pourras acheter des NFT plantoïdes sur OpenSea si les gens les vendent. Mais pour créer, donc en fait, les NFT, ça va être les graines de la plantoïde. Pour créer une graine, il faut que tu fasses comme les abeilles, il faut que tu ailles chez la plante. Donc, tu dois
physiquement te déplacer, aller voir la plante, tu peux la financer, donc tu vas lui envoyer de l'éther et au moment où tu lui envoies de l'éther, elle va s'activer et lorsqu'elle s'active, en fait, elle devient un instrument de musique qui a des senseurs sur son corps et donc tu peux jouer de la musique et donc créer, il y a un algorithme de musique générative et donc en activant ou en désactivant les senseurs, tu vas modifier, tu vas moduler la musique et selon de combien tu as envoyé, tu as une période de temps donnée où tu vas pouvoir jouer cet instrument. À la fin, lorsque le temps est terminé, la plantoïde donc va enregistrer cette mélodie que tu as générée, la NFTiser et t'envoyer la NFT. Et donc maintenant, tu détiens une graine musicale de la plantoïde et tu en fais ce que tu veux. Soit tu le gardes parce que c'est ton NFT, soit tu décides de la vendre et donc tu vas faire voyager la graine. Et donc là, tu peux la vendre sur OpenSea ou où tu veux. Et à chaque fois qu'en fait la NFT est vendue, ça va envoyer un pourcentage de l'argent à la plantoïde de façon à faciliter sa reproduction. Et donc l'avantage, c'est que auparavant, les gens peuvent toujours financer. En fait, tu peux toujours financer la plantoïde en lui envoyant de l'argent sans aller physiquement devant la plantoïde. Mais dans ce cas, tu auras un NFT vide parce que tu vas pas pouvoir activer les senseurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager les gens à se déplacer vers l'œuvre, à vraiment expérimenter l'œuvre, la ressentir, la toucher, interagir avec l'œuvre. Et c'est ça qui va te permettre d'obtenir cet NFT. Et donc la rareté des NFT est due au fait que pas tout le monde va se déplacer vers l'œuvre. Et ensuite, l'autre avantage, c'est que donc justement, plus les graines voyagent et s'éparpillent, plus elles vont permettre le financement de la plantoïde. Mais le financement de la plantoïde donc, ne se fait plus uniquement par les gens qui font des donations, mais aussi par les spéculateurs ou les investisseurs, les collectionneurs qui, en fait, sont intéressés à acquérir ces NFT. Et ensuite, aussi, donc, pour le système de la gouvernance, ce n'est plus une plutocratie, donc c'est plus j'ai envoyé d'argent, plus je vais pouvoir avoir une influence sur la façon dont la plantoïde va évoluer, mais c'est désormais les détenteurs des NFT qui vont pouvoir s'exprimer sur comment est-ce qu'elle va se reproduire. Ouais, tu as répondu à ma question qui allait venir. C'était effectivement l'aspect économique, mais bon, j'ai compris que c'était une gouvernance. Alors attends, ça fait vraiment rêver. Moi, j'aime beaucoup ce projet-là. Franchement, je m'imagine. Enfin, tu vois, j'ai déjà envie d'aller à Paris voir ta plantoïde et interagir et entendre la musique qu'elle va me jouer. Donc ça me branche bien. Mais j'ai envie de comprendre, toi, quand tu codes ce système-là, quand tu codes ton smart contract, parce que j'imagine que tu l'as codé toi-même en 2014-2015. Est-ce que tu prévois, tout ça est prévu dans le smart contract ou c'est de l'art génératif, évolutif en fonction de toi enfin, tu interagis sur le code au fur et à mesure ou comment ça se passe? Bah, en fait, donc chaque artiste qui va être sélectionné, euh, qui a été sélectionné par le système de gouvernance, donc qui est responsable pour créer la nouvelle plantoïde, va créer un nouveau smart contract et donc va pouvoir prendre le code de la plantoïde et potentiellement le modifier un petit peu. Après, il faut pas le modifier trop, enfin, il faut que ça reste, il faut que certains des critères le code génétique doit rester, donc il y a des prérequis qui ne peuvent pas changer. Mais après, tu peux modifier, tu peux faire plusieurs. Tu vois, par exemple, il y a une plantoïde qui est une plantoïde charitable donc qui va donner 50% de tous ses gains à une NGO. Tu as une plantoïde qui a expérimenté avec le système de gouvernance de DAO-Stack, donc qui a un système de gouvernance tout à fait différent des autres. Mais ça, c'est l'artiste qui choisit. En fait, l'idée, c'est que, un peu comme les humains, en fait, on a des stratégies de reproduction qui peuvent dépendre aussi bien de notre aspect physique que de notre aspect mental. Et donc, les plantoïdes, c'est pareil. Elles vont essayer de se reproduire soit parce qu'elles vont essayer d'attirer les gens en raison de leur physicalité, soit en raison de leur système de gouvernance, soit en raison des aspects économiques qui vont avec. Et le but, justement, moi, je ne sais pas du tout c'est quoi la plantoïde qui va gagner, qui va être la plus populaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce darwinisme numérique où, en fait, c'est le public, c'est l'écosystème qui va déterminer quelles sont les plantoïdes qui vont se reproduire le plus et qui vont petit à petit coloniser notre planète. Et par contre, quels sont les plantoïdes qui n'ont pas du tout plu et qui vont donc s'exteindre.
Aujourd'hui, Plantoid, ça représente une communauté de combien de personnes? Je ne sais pas si on peut parler de comme ça, ou combien de NFT, ou j'imagine que c'est international, mais Alors, est-ce que tu peux nous donner... la version NFT est en préparation, donc je ne l'ai pas encore activée. Elle va être prête en janvier, donc pour l'instant, il n'y a pas d'NFT Plantoid encore. Mais j'espère bientôt. On est tous sur les Mais starting blocks là pour NFT Paris. bah, en fait, ouais, non, mais ça, faut aller la voir. Tu vois, c'est différent, c'est pas un drop. C'est pas un drop où tu C'est un drop dois être le physique, premier quoi. à l'acheter. C'est vraiment, tu dois aller physiquement dire bonjour à la plantoïde et la financer. Et si tu la finances, tu peux être sûr que tu auras ton NFT. Ouais, j'adore le vrai pont entre physique et blockchain. Euh, je sais que tu es sur de nombreux fronts. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de l'accompagnement, en quelque sorte, que tu fais avec d'autres artistes? Tu es un peu quand même évangéliste blockchain, NFT, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là de tes activités? Oui, donc comme tu le sais bien, j'ai organisé cette résidence dans le château où la plantoïde numéro 12 a été installée. Donc c'était 3 semaines en octobre et novembre. Et donc il y a eu un total d'une soixantaine d'artistes, de galeristes, enfin de développeurs de blockchain, etc., qui sont passés. Et l'idée, c'était justement d'avoir à la fois des artistes qui sont des artistes NFT expérimentés, mais aussi des artistes qui ne sont pas encore lancés dans ce monde, mais qui sont intéressés et qui sont très intéressés par la technologie, qui sont très intéressés par comprendre ces nouveaux aspects, mais qui encore une fois, qui recherchent à comment l'intégrer, pas juste faire un NFT parce que tout le monde fait des NFT, mais comment l'intégrer dans leur démarche. Et donc, en fait, c'est là où j'ai commencé un petit peu à accompagner certains artistes, à les conseiller, à les guider, à leur expliquer un petit peu les choses pour justement les aider à comprendre comment, étant donné leur démarche artistique, est-ce qu'ils peuvent s'approprier de cette technologie. Et l'idée, c'est justement de s'approprier de la blockchain et non pas juste des NFT, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de créer des œuvres numériques alors que ces artistes ne sont pas nécessairement des artistes numériques. Les artistes numériques, ils n'ont aucun problème à adopter les NFT parce que c'est très clair. Bah, tout simplement, tu tokenises ton œuvre numérique. Alors que les artistes qui sont plus des artistes conceptuels ou des artistes physiques ou d'autres typologies d'artistes, des musiciens, etc., ils doivent réfléchir de façon un petit peu plus poussée sur comment s'emparer en fait de cette technologie et comment intégrer la programmabilité et donc les nouvelles opportunités que la blockchain fournit pour aller alimenter leur message. Et c'est vraiment fun. Je m'amuse beaucoup à faire ça. Et c'est très intéressant parce que ça permet aux artistes vraiment de comprendre aussi très bien de quoi il s'agit quand on parle de blockchain et d'aller au-delà. En fait, aujourd'hui, tu vois, mon impression, et c'est un peu mon aspect critique peut-être, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la plupart, je dis pas tout le monde bien sûr, mais la plupart des NFT, c'est tout simplement des artistes numériques qui ont décidé de vendre leurs œuvres numériques sur une blockchain. Mais ça reste des artistes numériques, c'est pas des artistes blockchain. C'est pas parce que tu utilises la blockchain comme moyen de distribution pour tes œuvres numériques que tu es un artiste blockchain. Ouais, Et d'ailleurs, Primavera, pardon, je vais t'interroger. Justement, j'ai une question là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, je suis en contact avec beaucoup d'artistes qui sont peintres ou sculpteurs et qui sont fascinés par les NFT. On a avec nous Hermine Bourdin, tu vois, qui est sculptrice et qui a tout à fait bien compris comment on pouvait adapter le monde de la sculpture au monde des NFT. Donc, j'aimerais juste te poser cette question-là. Mais juste avant, j'aimerais dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent que c'est le moment des questions. Donc n'hésitez pas à vous lever la main et avec grand plaisir, on vous fait monter sur scène et vous pourrez poser vos questions à Primavera. Donc moi, j'aimerais juste dire, donc, comme disait Léo, c'est que tu fais un pont entre l'art physique et l'art digital avec la plantoïde, mais tu fais aussi un pont entre les artistes qui ne sont pas dans la technologie du tout, hein, qui sont dans leur travail d'atelier, et tu fais un pont avec la blockchain en fait. C'est-à-dire que tu les incites à comprendre cet univers et à développer des stratégies blockchain qui permettent de garder leur travail d'atelier, mais d'interagir avec une blockchain grâce au NFT finalement. c'est ça. On a Claudia qui nous a rejoint. Bonsoir Claudia. Bonsoir tout le monde, merci de me donner la parole. Primavera, moi j'ai envie de vous poser une question, mais qui n'a rien à voir avec l'art.
En fait, moi, j'ai quitté ma carrière de marketeuse dans la presse pour me former à la blockchain chez Alira Paris. Et je trouve que c'est assez indigeste. Alors, c'est pas tellement Alira, c'est surtout la matière. Je trouve que c'est assez rébarbatif. Et je remarque une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et que les peu de femmes qui sont là se découragent. Et donc, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous diriez à ces femmes, entre parenthèses, à moi, point d'interrogation, je ferme la parenthèse, pour leur ouvrir le champ des possibles sur cette technologie, parce que je pense qu'on a notre place et je pense qu'on a besoin de femmes pour construire le monde de demain. Et je pense que vous êtes un exemple. Donc, j'ai envie de savoir ce que vous leur diriez à toutes ces femmes. Euh, Écoute, je pense pas d'avoir un message spécifique. Je pense que absolument, faut pas se décourager. Au contraire, parce que plus on se décourage, bah, moins il y aura de femmes. Donc c'est presque qu'il y a une responsabilité en tant que femme à continuer pour pouvoir augmenter la proportion. Mais tu vois, par exemple, moi dans Koala, c'est assez. Après, c'est vrai qu'on est beaucoup de juristes, mais ça, mais pas que. Mais je pense qu'on est plus de 50% de femmes dans le réseau Koala. Et c'est intéressant. Et je te dis ça parce que c'est vraiment une observation que j'ai fait au cours des années. Euh, Elles sont toutes excellentes. Et en fait, il y a vraiment je remarque des systèmes de valeurs différents. C'est-à-dire que très souvent, les femmes qui s'intéressent à la blockchain, elles s'y intéressent pour des raisons différentes. Je généralise pas évidemment, hein, mais souvent elles s'y intéressent moins pour les raisons économiques, investissement, et plutôt parce qu'en fait elles voient ou elles perçoivent la possibilité vraiment de changement. Et en fait c'est ça, je pense, qui attire. Moi en tout cas c'est ça qui m'a attiré dès le début, tu vois. Et donc je pense qu'en fait c'est ne pas trop de perdre de courage, et au contraire d'aller vraiment rechercher les autres personnes qui sont alignées aussi dans les valeurs et qui recherchent un petit peu la même chose, tu vois. Et je pense que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, bien sûr, tu vas dans un Bitcoin meetup, tu vas entendre juste des gens qui sont en train de parler de spéculation et d'investissement, c'est peut-être moins intéressant. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes qui sont extrêmement pointues sur le sujet et qui, je pense, seraient très ouvertes à Et en tout cas, tout ce sur qui est scène, là, arrivé. on est plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est déjà un premier pas. Merci beaucoup, Claudia, pour cette question et Primavera. Je Merci à crois vous. qu'Ingrid voulait intervenir. Bonsoir, Ingrid. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Benjamin, Léo, Florent. Bonsoir Claudia aussi. Je réponds à ta question. Primavera, bonsoir. On se connaît par Florian et on s'est déjà vu croiser plusieurs fois. Et Primavera est une des pionnières. Elle a rédigé notamment plusieurs ouvrages. Et un des ouvrages qui est le petit que sais-je sur la blockchain, où elle explique formidablement avec des mots très simples et très clairs et très accessibles les mécanismes, les pensées et les développements autour de la blockchain. Un petit que sais-je voilà, qui fait partie de mes livres de chevet et que je recommande régulièrement à tout le monde. Et donc, Claudia, voilà, si tu veux te sentir un peu moins perdu dans les termes, n'hésite pas à le feuilleter si tu l'as déjà fait. Et puis, pour la vulgarisation, ou en tout cas l'accès, suis-nous, hein. Benjamin est un formidable passeur. Je crois qu'il fait des cours aussi. En tout cas, il est très très clair et Florian aussi, hein, tout le monde. Mais voilà, en tout cas, il y a au moins 2 ou 3 émissions de Clubhouse où on essaie d'être très didactique. Et puis, Primavera, merci beaucoup pour ce que tu fais sur Koala. Et je voulais te poser une question par rapport aux institutions, puisque tu en faisais état euh, au, au début, là, dans le cadre de ton parcours de chercheuse. On a un vrai problème au niveau de l'économie, pas de l'économie, pardon, mais de l'écosystème blockchain hors monde de la finance, notamment dans le monde de l'art. Et Léo en sait quelque chose, notamment par rapport aux institutions qui voient tout ce qui est NFT, commerce, mais aussi même le NFT en tant qu'outil de monétisation et de traçage et même anti-contrefaçon, d'une façon assez rigide.
Et est-ce que toi, dans ton laboratoire de recherche au sein de Koala, avec tous les autres confrères d'Europe que tu as la chance de croiser, est-ce que tu vois que les institutions dans d'autres pays sont plus souples pour l'accueil de l'évolution, notamment du NFT et dans le NFT dans le milieu artistique? Et sous question, comment vois-tu les rapports avec les sociétés de gestion collective d'auteurs? Donc, au niveau des institutions, je pense sincèrement, pour l'instant, la France clairement n'est pas très, en tout cas dans ce qui touche aux NFT, n'est pas très avancé, ne s'est pas beaucoup prononcé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup de prononciations qui sont faites par rapport à justement qu'est-ce que c'est lorsqu'on vend un NFT, est-ce qu'il s'agit d'un actif numérique, etc. Je pense l'assumption de base, c'est que c'est comme dans le cas des tokens. À différence que justement les tokens, ils ont ce problème lorsque on fait les token sales, donc les ventes massives. Euh, et encore une fois, je pense que c'est assez compliqué lorsqu'on fait, tu as par exemple PAC qui vend 260 000 NFT, qui vend d'ailleurs des tokens masse. Donc en fait, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas en tant que tel une token sale? Donc je pense qu'il y a un peu cette espèce d'hybridation entre toutes les problématiques juridiques autour justement de l'émission de ces tokens et les NFT qui d'une certaine façon échappent à tout ce qui est donc le securities law parce que c'est des œuvres uniques, parce que elles ne rentrent pas dans les qualifications juridiques traditionnelles. Mais en fait, lorsqu'on regarde les pratiques où on a tous les profile pictures qui vendent 10 000, 10 000 images qui sont toutes différentes, mais ça reste quand même un drop de 10 000, je pense il y a des choses qui vont bouger d'un point de vue réglementaire. C'est possible que ce soit la SEC aux États-Unis, l'AMF peut-être, qui va un peu regarder ces questions. Mais pour l'instant, c'est encore tôt, je pense, pour savoir exactement où est-ce qu'ils vont. Après, pour moi, les vraies problématiques juridiques, c'est les problématiques du droit d'auteur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on protège les artistes du fait que quelqu'un, n'importe qui, peut tokeniser une œuvre dont il n'est pas du tout le titulaire. Et dès lors que dès lors que le token n'incorpore pas une reproduction de l'œuvre, c'est assez difficile de revendiquer le fait qu'il y a une violation du droit d'auteur. Et donc, en fait, tout d'un coup, le droit d'auteur ne peut plus être utilisé comme base juridique pour faire un recours. Et donc, il faut s'appuyer sur plutôt le droit commercial, le droit pénal. Est-ce que c'est une fraude? Est-ce que c'est du parasitisme, etc. Donc ça, c'est tous des questionnements autour des NFT qui n'ont pas vraiment de réponse actuelle. Et, Mais je pense que c'est super et important de commencer à y réfléchir aussitôt que possible. ouais, Oui, ça ouvre vraiment un champ des possibles immense et passionnant. Et on a hâte que, en tout cas, les différents régulateurs se mettent à la page et au rythme de la blockchain et de toutes ces c'est problématiques ouais, crypto. Je effectivement, vais, c'est très intéressant. C'est juste Primavera sur la question des sociétés de gestion collective. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter parce que c'est un des problèmes qui commence à émerger. Mais alors, un Euh, tout petit mot, hein, un tout petit mot, D'accord, Primavera, parce qu'on a encore une dernière question bien et sûr, on bien sûr. voudrait vraiment respecter notre heure. En fait, tu peux spécifier la question? La question Primavera, c'est comment les sociétés de gestion collective voient l'arrivée de la monétisation des œuvres par la blockchain. Et est-ce qu'elles encouragent ou est-ce qu'au contraire, elles découragent les initiatives parce que ça, finalement, la monétisation par la blockchain contourne leur intervention et contourne les règles de la gestion collective. En tout cas, c'est le message qu'elles sont progressivement en train de faire passer. Et est-ce que vous, au sein de Koala, vous y réfléchissez ou pas? On Alors, pourra en discuter ultérieurement, ouais, Ouais, évidemment. en une phrase. c'est pas une question qu'on s'est posée, mais moi, mon intuition initiale, c'est que
Je sais pas si c'est du contournement, en fait, c'est une modalité différente. Les sociétés de gestion collective, elles s'adressent à l'utilisation donc des droits d'auteur, la communication d'œuvres, alors que là, c'est pas une question de droit d'auteur, justement, c'est une question de tokenisation. Encore une fois, ça appartient à la question, est-ce que le droit d'auteur a quoi que ce soit à faire avec des NFT? Si un NFT, c'est tout simplement un token qui référencie, qui détient le hash, qui référencie une œuvre et l'œuvre n'est pas du tout incorporée au sein de l'NFT, pour moi, on est très loin du droit d'auteur. Donc, les sociétés de gestion collective, elles n'ont pas grand-chose à faire avec les NFT en tout cas. Enfin, ça, c'est ma réponse préliminaire, mais je suis très contente de réfléchir plus à fond sur ces questions. Oui, tu as raison, c'est effectivement quand quand il Ouais, y a je vous propose qu'on poursuive ce débat hyper technique en after room, si ça ne vous ennuie pas. Merci beaucoup. Je voudrais juste prendre une dernière question par Loïc, qui a levé la main tout à l'heure. Bonsoir. Alors moi je travaille dans la mode et j'entends de plus en plus, voilà, parler de NFT, de demande, de comment dire? De NFT, de création de NFT. Je vais citer, très brièvement l'exemple de Valentino qui a, donc vendu une série de NFT donc qui représente, enfin, comment dire? Un humain non humain en train de défiler portant une robe et si vous achetez ce, NFT, vous aurez droit en gros à la version, réelle de cette robe, la version couture donc faite sur mesure pour vous. Ma question c'est, est-ce que ce type de modèle, économique de NFT qui vient de l'univers de la mode, est-ce que vous pensez que c'est plutôt de l'opportunisme ou une vraie nouvelle façon de, vendre, bah, entre autres la couture ou le prêt-à-porter? Je pense que ça dépend. Mais pour moi, c'est plus, si tu veux, c'est des vouchers. Tu vends l'NFT et l'NFT, c'est un voucher qui te permet ensuite d'obtenir le produit physique. C'est pas... Donc c'est plutôt une Après, tu as façon de contourner, comment dire? Le NFT pour quand même vendre un vrai produit, c'est ça que tu veux dire? Bah, ça dépend, sincèrement, il y a tellement de modèles d'intégration NFT et fashion. Je pense que tu peux pas Mmh. généraliser. Il y a beaucoup d'NFT qui sont les digital twins, et là, c'est différent. Là, tu achètes un NFT qui représente une version numérique d'un accessoire ou d'un habit. Ou alors, ça peut faire le certificat d'authenticité. Ou alors, ça peut être justement juste uniquement un voucher qui va te permettre d'acquérir l'œuvre. Donc, en fait, tu as tellement de modalités. Pour moi, non, au contraire, c'est super intéressant l'intégration et justement la recherche de quelles sont les intersections possibles qui existent encore une fois, entre le monde physique et le monde numérique. Et je trouve que la mode, c'est un domaine très intéressant. Après, je n'ai aucun doute qu'il y a probablement des gens qui vont juste faire un NFT pour le plaisir de faire un NFT et qu'il n'y a pas vraiment une intégration intéressante avec les habits avec lesquels il est associé. Merci. Merci beaucoup. On pourrait rester des heures. Toutes ces problématiques sont vraiment passionnantes. On voit que ça ouvre beaucoup, beaucoup d'horizons. Je vous propose de terminer cette room avec quelques toutes petites questions pour notre invité. Est-ce que tu peux nous citer, Primavera, un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit une artiste ou un artiste crypto ou pas? Ouais, bah écoute, je vais dire juste parce que en ce moment, c'est mon artiste favori. Orlan, j'aime beaucoup Orlan parce que je pense que c'est quand même une artiste super pionnière justement dans l'exploration et la remise en question des technologies. C'est aussi une artiste qui ne s'est pas encore lancée dans la blockchain et dans les NFT, mais qui s'y intéresse beaucoup. Et je trouve ça justement admirable elle aurait pu en fait créer des NFT il y a longtemps, mais elle a décidé de pas le faire parce qu'elle n'avait pas correctement identifié la démarche artistique qui va avec.
puisque justement elle est toujours dans la question du questionnement, de la remise en question et du défi d'utiliser la technologie contre elle-même presque. Et donc en fait, j'admire beaucoup en fait son désir d'apprendre et de comprendre avant tout pour ensuite se lancer. Oui, je partage tout à fait ton avis et je trouve ça formidable qu'elle prenne le temps de comprendre tout ça et à mon avis, ça va être très très intéressant ce qui va suivre. Est-ce que toi-même, tu es collectionneuse de NFT? Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, quel est le premier NFT que tu as collectionné? Alors le premier, c'est CryptoBabes. Donc pour répondre à Claudia, il y a, il y a aussi de très bons artistes NFT, filles. C'est deux filles qui font, en fait c'est assez intéressant, elles ont intégré les NFT avec la notion donc de performance. Et donc en fait tu achètes l'NFT et elles vont venir à toi enfin tu peux comment t'appelles ça quand tu les summon, tu peux je sais pas, tu peux les appeler à toi et elles vont venir et elles vont faire une performance artistique Ok. Donc encore un pont associée. physique Ouais, NFT. Et le exactement. NFT que tu n'as pas réussi à avoir? Pas réussi, je sais pas, non, je crois que j'ai Alors, pas essayé de alors un l'avoir. NFT que tu désires ou que tu attends avec impatience? Bah, peut-être celui d'Orlan, bien sûr. Enfin, je suis très, Ouais, ouais. très enthousiaste, très curieuse de Ok. voir ce qu'il va donner. Ouais. Et enfin, ma dernière question, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Euh, Ça doit être français ou en français? Ouais, français. Ouais, c'est difficile. Bah, écoute, Orlan. Ok, mais j'ai son numéro. Ouais, bah ouais. Eh bien, merci infiniment, Primavera. C'était vraiment passionnant. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été si attentifs, si impliqués. On va clôturer la room pour respecter vraiment notre timing cohérent et voilà. Est-ce que mes co-hôtes veulent ajouter une toute petite conclusion? En rajoutant à tout le monde que ce podcast a été enregistré donc en live sur Clubhouse et vous le retrouvez en différé sur toutes les bonnes plateformes de podcast en tapant l'art du NFT, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée à toutes et tous. L'art du NFT. Génial, merci beaucoup Primavera, c'était vraiment génial, vraiment génial. Bon, bah,